Alors on a un défi considérable, ne serait-ce que de parler de démocratie, certes, mais on a environ un peu moins de 90 minutes pour vous laisser la parole, vous, nos chers invités. Laissez ensuite la parole à Richard pour des conclusions. Nous avons, avec Erwan, réfléchi à une organisation en plusieurs temps d'échange. Un premier temps sur l'équilibre du pouvoir, ensuite sur la question des libertés locales, pour finir sur la question de la participation, sachant que tu l'as dit, Patrick, on a tous été bouleversés, ou en tout cas secoués, par les dernières élections, par ces taux d'abstention records aux dernières élections locales, et comme tu le disais aussi, frustrés durant ce mandat, pas que par nos fautes, parce qu'on a essayé de travailler avec Marc, avec Richard, sur ces questions d'équilibre des pouvoirs, sur ces questions de réforme institutionnelle, sur cette réforme institutionnelle, et sur la question également de la réforme des modes de scrutin. Donc tous ces sujets, évidemment, nous animent dans le groupe démocrate, m'animent également avec un certain nombre de collègues au sein du défi démocratique que nous avons créé avec Gilles Legendre, n'est-ce pas Patrick, tu en fais partie, et depuis quelques mois, un certain nombre de parlementaires, d'élus locaux se retrouvent et réfléchissent à ces sujets pour faire des propositions. Et c'est bien le sujet de notre table ronde, c'est d'avoir vos témoignages, votre sentiment, votre expérience des collectivités, mais également des institutions, pour esquisser, pour débattre, évidemment, et pourquoi pas nous amener sur la piste de quelques solutions que nous pourrions apporter à notre modèle. Nos précédents intervenants disaient que la chance d'une démocratie, finalement, c'est de pouvoir s'interroger sur elle-même, c'est de pouvoir douter. On a cette chance d'avoir cet espace de discussion ce matin. Donc je ne serai pas plus longue. Je veux juste d'abord laisser la parole à mon collègue, ami Jean-Louis, collègue de département. Et sur la question de l'équilibre des pouvoirs, Jean-Louis, président évidemment de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, mais également auteur de nombreux ouvrages qui s'interrogent depuis longtemps sur ces questions démocratiques. Donc Jean-Louis, tu as la parole pour un temps, tu le sais, assez limité, de 7 minutes. Mais voilà, tu as beaucoup de choses à dire, mais la qualité, c'est de savoir les dire avec ta brillante expérience. Et je te laisse la parole. Et après, avec Erwan, nous vous donnerons à tous la parole. Tu me préviens au bout de 7 minutes pour me dire de conclure. Bien sûr. Alors, je te préviens au bout de 4 minutes. Non, écoutez, ça marche ? Oui. Je suis à la fois très très heureux, évidemment, d'être ici, mais quand même un petit peu décalé, parce que, en réalité, par rapport à cette table ronde, je suis évidemment l'intrus. Vous êtes tous compétents dans des collectivités, dans des choses, vous avez tous des dossiers précis, vous savez comment ça marche, les collectivités territoriales. Moi, je suis, comme disait Aristide Briand, d'une ignorance encyclopédique. Et donc, alors en revanche, je suis un intrus dans cette table ronde et je suis un surnuméraire resté là de la précédente, car c'était évidemment l'interrogation que Isabelle me demande de poser avec vous, c'est évidemment dans le prolongement direct de la remarquable table ronde que nous avons eue tout à l'heure, où il y a vraiment les 3 intervenants étaient absolument remarquables. Alors, moi, le problème, c'est qu'effectivement, la crise de la démocratie, c'est certainement quelque chose qui ne se résoudra pas par des moyens institutionnels, simples, même des choses auxquelles nous sommes très attachés pour beaucoup d'entre nous, comme la proportionnelle, qui serait une réforme considérable. On voit bien que le problème est beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. Nous sommes vraiment dans une république, et pas simplement la République française, mais dans toutes les républiques du monde, nous sommes plongés dans la République du vide. Il y a une crise absolument fondamentale de la communauté politique, du corps politique, de la volonté politique, de la volonté générale, de tout ce qui nous inspire depuis le XVIIIe siècle et qui est véritablement fracassé. Alors, pour être sommaire, parce qu'il faut être, pour être court, il faut être sommaire, même
même en étant sommaire, j'aurais du mal à être court, mais pour être sommaire, je dirais qu'il y a deux choses qui me paraissent frappantes. C'est d'abord ce qu'on pourrait appeler d'un mot trop restrictif, la crise de la subsidiarité, c'est-à-dire en vérité l'éclatement général des responsabilités pertinentes sur le plan politique. C'est-à-dire que, pour paraphraser une phrase célèbre, on pourrait dire que quand le pouvoir est partout, le pouvoir est nulle part. Et aujourd'hui, les instances décisives, elles sont partout. On a eu le GIEC, on a eu tout un tas de choses. On sait que les décisions essentielles pour notre avenir seront mondiales. Il n'y a pas de communauté internationale. On a eu l'Afghanistan. On a bien vu que nous étions, nous autres Européens, malgré les efforts de la France, tragiquement absents, alors que nous sommes aux premières loges des conséquences. Mais il n'y a pas de pouvoir européen. Nous avons mesuré la difficulté des élections régionales, départementales, mais nous avons bien vu que c'est parce que les Français n'identifient pas clairement, ils identifient des compétences, mais ils n'identifient pas clairement des enjeux de pouvoir à ce niveau-là. Et nous sommes parlementaires et nous voyons bien quand nous assistons à nos débats que la démocratie en France, mais c'est la même chose ailleurs, est devenue une sorte de confrontation douloureuse entre des ambitions de la haute administration, que je qualifierais de technocratique sans attacher une valeur péjorative à cela, et de résistance complotiste, conspirationniste de la droite ou de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, et dans lequel le creuset de la délibération n'est pas clair aux yeux des Français. Donc on a une sorte de grande nébuleuse, et les gens sont absolument conscients du fait que tout cela est très important, mais ils n'identifient pas le pouvoir, ils ne le comprennent pas, et ça je crois que c'est quelque chose d'absolument essentiel dans le rapport très douloureux des gens avec le pouvoir. La deuxième chose qu'il faut bien voir, c'est la révolution technologique. La révolution technologique, ça change tout, ça détruit le système de solidarité néolithique dans lequel nous vivons depuis 10 000 ans. La solidarité néolithique, c'est quoi? C'est que des gens qui sont différents, mais qui sont territorialement proches les uns des autres, forment une communauté de solidarité par-delà leurs différences. Et c'est de construire un projet commun. Avec les territoires du net, nous avons une sorte de... À l'inverse, nous avons des solidarités indéfinies, planétaires, de gens qui sont unis, de gens semblables les uns aux autres, qui sont unis sur ce qu'ils ont en commun, que ce soit sexuel, religieux, technologique, cognitif, générationnel, etc. On peut, ethnique, des solidarités qui se cultivent elles-mêmes, qui cultivent leurs différences, qui s'extrémisent les uns les autres et qui, du coup, ne se regardent plus, ne se considèrent plus. Alors que la démocratie était traditionnellement l'expression d'une volonté commune, elle devient, et c'est ça le sens dévoyé du mot respect qu'on emploie aujourd'hui, elle devient simplement la recherche de coexistence entre des isolats incompatibles qui ne se comprennent pas, mais qui sont forcés de vivre ensemble. Respect, dit l'islamiste qui a envie de tuer 50 professeurs Paty, etc. Ben non, pas respect. Mais en revanche, et du coup, la politique devient affirmation d'identité au lieu d'être une expression de la volonté. Le troisième niveau qu'il faut avoir présent à l'esprit, qui émerge maintenant très fortement, c'est la question de la contrainte. Je crois que nous sommes, et alors les rapports climatiques que nous avons eu l'angoisse de lire depuis quelques semaines, quelques mois, enfin, qui ont simplement confirmé ce que nous savions. Nous espérions que ce serait un peu moins fort, un peu moins vite, un peu moins ci, un peu moins ça. Maintenant, on voit que ça nous prend directement et ça crée quelque chose de terrible, un double besoin d'organisation mondiale et un très haut niveau de contrainte.
Je crois qu'on ne mesure pas. Nous avons vécu, et je vois que, par exemple, nos collègues de LR sont un peu dans cet état d'esprit, continuent de dire moins d'impôts, plus d'initiatives individuelles. Ça n'est pas le monde de demain. Le monde de demain, ce sera plus de contraintes, plus de prélèvements, plus d'autorité, plus d'intolérance aussi à partir du moment où les tensions se feront jour en termes migratoires. Disons, ça ne sera plus de Chinois. Hein, c'est donc, la Chine est un contre-modèle. Ce n'est pas l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'était un repoussoir dans les années 50. Et un bon livre de Raymond Aron nous prémunissait contre la Russie. La Chine, c'est un modèle. C'est quelque chose qui vous apprend, justement, qui utilise la technologie, un système de contraintes doux, dans lequel on anticipe, on identifie les menaces, on identifie les attentes, on se donne les moyens d'agir, une volonté de contrainte absolue qui est une garantie d'ordre, et une capacité d'organisation mondiale qui est intéressante, que quand vous représentez un cinquième de l'humanité, vous ne raisonnez pas en termes marginalistes par rapport à l'intérêt général de l'humanité, vous vous identifiez à une certaine idée de l'humanité. C'est le modèle opposé à celui de Trump. Je crois qu'il faut voir à quel point on ne va pas reconstruire la guerre froide, on va construire quelque chose de tout à fait différent avec une Chine qui est terriblement, dangereusement attractive. Alors tout ça fait un paysage, je vais conclure parce que je crois que je suis déjà aux 7 minutes dépassées, oui. Mais je vais conclure en disant simplement deux choses. Premièrement, en termes d'organisation, ce que nous pouvons faire, c'est renforcer des pouvoirs identifiables. Le pouvoir européen, il n'existe pas, on dit qu'il ne faut pas faire de réforme institutionnelle, la réforme des traités, etc. Je ne sais pas comment on va s'y prendre. La présidence française, ce ne sera pas facile, mais il faut que le pouvoir européen soit identifié par les citoyens. On a bien vu aux dernières élections européennes que les citoyens s'intéressaient à l'enjeu européen parce qu'ils ont compris que c'était un enjeu pertinent. Mais après avoir fait ça, on a certes une initiative, mais le pouvoir n'est pas identifié. On a besoin d'une démocratie nationale qui fonctionne autrement. Là, le président Ferrand nous dira des choses, mais il est évident que le Parlement doit redevenir, moi je crois, que l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement, c'est le lieu de la démocratie participative. Je n'ai pas du tout aimé la Convention de climat, qui est une concurrence déloyale. Je n'aime pas du tout la concurrence des juges, qui est un abus de pouvoir absolu. Mais en revanche, je suis sûr, le Parlement européen l'avait d'ailleurs bien montré, que les assemblées sont le lieu où la société civile peut rencontrer les élus et les élus servir d'instrument de négociation avec l'administration. Mais il faut effectivement des modifications. Il faut que l'Assemblée soit représentative de l'ensemble des forces sociales. Quant aux collectivités territoriales, c'est évident qu'on n'y comprend rien, qu'il faut clarifier les compétences, diminuer les niveaux, identifier les responsables. Il y a une immense attente d'organisation locale. Ce n'est pas l'organisation locale qu'on pourra reconstruire un bien commun, donc nous avons un devoir de clarification. Et enfin, sur le plan de la seconde chose que je veux dire, c'est la révolution de caractère moral. Nous avons besoin, ça a été dit ce matin, je crois que c'était très juste, nous avons besoin de défendre notre idée de la démocratie. Notre idée de la démocratie, c'est la raison, la réflexion contre l'émotion et l'indignation. Notre idée de la démocratie, c'est le choix. Gouverner, c'est choisir, disait Pierre Mendès France, alors que nous avons bien vu avec les Gilets jaunes, avec d'autres, que gouverner, la politique, c'est refuser de choisir. C'est je combats, je ne remplace pas. Je ne dis pas ce que je veux, je ne me présente pas, mais je ne veux pas de cela. C'est le contraire. C'est le choix fondamental. Et le troisième choix, le choix stratégique. Faire la politique, c'est une stratégie. Ce n'est pas l'affirmation d'une identité, c'est l'expression d'une volonté. Ce n'est pas de dire « voyez comme je suis beau », c'est « voilà ce que je veux faire avec mes priorités, avec les alliés, avec les gens que je reconnais ». Donc c'est la solidarité et c'est fondamentalement une démarche d'action, une démarche de responsabilité en premier rang. Et c'est ça qu'il faut faire. Nous devons porter le combat. L'Europe
l'Europe est aux abonnés absents de l'histoire. La France, le président Macron essaie de la hisser au niveau de responsabilité, mais c'est très difficile. Nos amis allemands hésitent toujours à refaire de l'histoire. Nous devons faire cette révolution, nous devons mener ce combat pour la raison, les priorités, le détour d'investissement, la mobilisation de ce que nous sommes. Sinon, nous mourrons sans avoir combattu. Merci Jean-Louis. J'ai beaucoup moins d'autorité que le président Ferrand pour gérer le temps. Tu étais à 12 minutes. Bon, on en rêve tous quand on pose nos QAG, mais c'est pas, voilà. Mais c'est pas mal, c'est mal. Et c'est bien. Et surtout, tu nous as fait une belle synthèse et des beaux lancements pour le débat que l'on a. Tu as parlé de la complexité. Évidemment, une démocratie, par définition, c'est complexe. On l'a vu tout à l'heure. Et tu as aussi parlé de la complexité de nos institutions. Il y a ce double volet, l'équilibre entre la difficulté du monde, ce monde de plus en plus complexe. Comment on peut aussi le rendre simple pour nos citoyens, parce que je pense qu'il y a une nécessité de compréhension de nos institutions, et je pense que c'est quelque chose qui pourrait expliquer l'abstention. Alors, moi, je voulais... tu as dit aussi quelque chose d'important, c'est qu'on doit trouver le creuset de la délibération. Et moi, je voudrais lancer le président Morin sur cette question. Vous êtes président d'un exécutif, d'une région. Vous avez été parlementaire. Et donc, j'aimerais avoir votre avis sur cette question, justement, de comment on crée la condition du débat, de la délibération, et comment on peut conduire par la réflexion, par le travail sur cette complexité et sur la nuance, comme on l'a dit tout à l'heure, aller vers la décision publique et la décision politique. Comment on fait, et est-ce qu'on aurait des pistes justement sur nos institutions, peut-être, je pose la question comme ça, sur quelques ajustements de nos institutions pour être plus habiles dans ce monde complexe? Bien, tout d'abord, vous dire mon plaisir d'être là, avec des compagnons de route qui n'ont pas vieilli, mais avec qui j'ai toujours plaisir à avoir un moment d'échange. Dire que j'ai répondu immédiatement favorablement à l'invitation de Patrick. On a eu cette chance l'un et l'autre, c'est de découvrir le monde nouveau, Jean-Louis, qui était la PlayStation. Puisque nous étions tous les deux à l'UDF, du temps de François Léotard, et à la fin, l'UDF était tellement devenu une coquille vide que les collaborateurs de l'UDF ont découvert un monde nouveau, qui a été la PlayStation. Et donc, ça nous ramène à quelques années, mais voilà, vous dire que quand on parle de ces sujets-là, il y a bien au moins une maison où on doit être en capacité de s'accorder, même si chacun après a ses solutions, en effet, Jean-Louis, mais s'accorder sur l'idée que la démocratie mérite quelques ajustements. La question que vous posez, elle est assez simple pour moi, c'est que la question des libertés locales ou de la décentralisation, c'est pas d'abord une question d'efficacité, contrairement à ce qu'on raconte. C'est pas d'abord une question de bonne gestion, d'économie, de proximité du pouvoir, au sens où on l'entend, du genre on va trouver la solution le plus facilement possible parce que le manche du marteau est plus court. La question de la décentralisation et des libertés locales, c'est d'abord la question de la refondation de notre démocratie. Et elle est d'autant plus centrale et majeure quand on a un système qui s'appelle la Ve République avec une concentration des pouvoirs dans les mains d'un homme. Cette élection-là, elle infantilise le peuple, en vérité. Elle infantilise parce qu'au bout du compte, on est dans un modèle où quelqu'un est élu et au lendemain dit globalement pendant 5 ans, ça ne vous regarde plus. C'est ça. Et ce n'est pas un procès actuel, c'est un procès permanent qu'on peut faire à la Ve République. Et donc on est dans un système où, en clair, on délègue le pouvoir et en même temps on aliène notre volonté, alors que la volonté, elle est inaliénable. Et donc, l'idée géniale, pardon de dire ça, ça va vous faire hurler, mais l'idée géniale de Ségolène Royal en 2007, c'est d'avoir compris que dans le monde du XXIe siècle, dans un monde éduqué, la participation est absolument fondamentale et elle est exigée par les Français. Aujourd'hui, les Français ne peuvent plus accepter l'idée
qu'une majorité, surtout quand elle est bâtie sur un seul pilier, comme à peu près à chaque fois, puisse expliquer que pendant 5 ans, on attend la messe du 20h de celui qui est à la tête du pays. Et la question de la décentralisation, elle est celle de permettre aux Français de participer à l'exercice du pouvoir. Elle peut la faire à travers un Parlement. Je vous rappelle que moi, j'ai signé l'appel au président de la République de la proportionnelle, mais elle l'est aussi par les libertés locales. Et la décentralisation, c'est d'abord ça, c'est permettre aux Français de gérer avec leurs élus les problèmes du quotidien et ceux qui les concernent. Et c'est ça le sujet. Et c'est le seul moyen d'arriver à bâtir un modèle beaucoup plus équilibré. Je crois peu, en vérité, Jean-Louis, à l'idée qu'on puisse avoir une nouvelle répartition des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, parce que tant que vous avez une élection législative qui est le lendemain des présidentielles, ça devient très compliqué, dès lors que le mode de scrutin reste le même. Mais je crois beaucoup à la capacité de l'équilibre que représente cette relation et cet échange entre les pouvoirs locaux et le pouvoir central. Et c'est le seul moyen de pouvoir remettre les Français au cœur de la délibération, comme vous me posiez la question. Et c'est le seul moyen de les amener à participer. Quand on est dans un pays, parce qu'on oublie toujours ça en fait, quand on est dans un pays où toutes les élections, vous avez 15 à 20% des gens qui votent pour un modèle où on dit c'est la fin du libéralisme, c'est la fin de l'économie sociale de marché, c'est ceux qui votent de Mélenchon à la Guillet. Chaque élection, il y en a 15%. C'est-à-dire que vous avez un Français sur 6 dans la société française qui vous dit votre modèle, j'en veux pas. Et puis à l'autre bout, vous en avez aussi 1 sur 5 qui vous dit, moi je vais vous détricoter tout ça, tout système, il ne marche pas, etc. Donc ça veut dire que vous avez à peu près 30 à 40%, 40% à peu près, des Français qui vous disent, le modèle vers lequel vous voulez m'amener, c'est pas mon modèle, j'en veux pas, et je veux vous foutre tout ça par terre. Si vous ne construisez pas un système où vous bâtissez un élan commun avec ceux qui considèrent que l'économie sociale des marchés, c'est le moins mauvais système, et pour bâtir cette capacité d'emport et d'amener tout le monde sur cette construction-là, eh bien, il faut que nos compatriotes aient le sentiment de participer. Et la décentralisation et les libertés locales, c'est d'abord et avant tout ça. Et donc, c'est pour moi, c'est pour ça que je regrette l'absence d'élan sur ces histoires-là. J'espère que la prochaine présidentielle nous en sortira, mais vraiment, ce n'est pas une loi technique dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est une reconstruction qui permet à nos compatriotes de dire le pouvoir, il m'appartient aussi. Je termine par un point, parce que je suis trop long, pardon. Et je ne le fais pas par volonté d'être poil à gratter. J'étais la semaine dernière devant ma télé parce que je devais passer sur BFM et avant, j'allume la télé pour écouter un peu ce qui se passait. Et je suis tombé sur le discours du chef de l'État à Marseille. Et je me suis mis... Alors, d'abord, disons les choses clairement. Honnêtement, considérer que l'État doit intervenir parce que des gens n'ont pas géré leur collectivité pendant des années, ça pose quand même un sujet, quoi, parce que c'est d'abord les responsabilités de mecs qui ont été au pouvoir dans cette région. Bon. Bref, on passe. Mais au-delà de ça, et donc considérer que l'État intervient parce que les mecs n'ont pas géré, bon, on peut se dire un jour, il faut quand même intégrer l'idée de responsabilité. Bon, enfin. Mais, bon, Jacqueline, bien entendu, n'est pas du même avis, mais si. Ah bon, d'accord. Mais j'ai envie de dire, moi qui réclame 50 millions d'euros supplémentaires pour mes universités dans le contrat de plan et qu'on va annoncer, alors même si on sait que c'est sur des années et des années, 1,6 milliard d'euros de dépenses, on se dit que tout de même, il y a quand même des questions qui se posent, Jacqueline. Je le dis parce que je n'ai toujours pas signé le contrat de plan. Et au-delà de ça, vous voyez, j'écoutais, je me disais, je suis Marseillais ou je suis élu, au-delà du fait que c'est quand même une véritable leçon pour moi. Est-ce que je serais heureux de cette histoire-là? Il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et j'arrivais pas à savoir ce qui me dérangeait. Et puis, au bout de 24 ou 48 heures, je crois avoir trouvé pourquoi ça me dérangeait d'entendre le chef de l'État annoncer ce qu'on allait faire à Marseille. C'est qu'au bout du compte, on inverse les rôles. C'est que celui qui aurait dû prendre la parole, c'est le maire de Marseille, avec le chef de l'État qui aurait conclu sur la construction d'une nouvelle relation entre l'État et les collectivités ou de la place de l'État. Et
que ce soit au bout du compte le président de la République qui vienne dire « Voilà ce qu'on va faire à Marseille sur les 10 prochaines années », je me disais qu'on était bien là, bien loin de l'idée qu'on pouvait se faire de ce modèle, non pas descendant et pyramidal, mais du modèle ascendant qu'on devrait construire. Voilà ce que je voulais dire comme dernière appréciation des choses. Merci beaucoup Hervé. Je crois que, après Jean-Louis, tu as bien lancé le débat et je ne peux pas résister à laisser évidemment tout de suite la parole à Jacqueline, qui ne manquera pas de répondre. J'en ai entendu des mots intéressants, la responsabilité, la participation. On travaille, et tu travailles, Jacqueline, sur la différenciation. Donc, c'est pas des gros mots, c'est des mots qui sont en application. Je te laisse la parole. Bien. Peut-être reprendre ce que Jean-Louis a dit tout à l'heure en parlant de l'organisation territoriale, en disant c'est une nébuleuse auquel les Français ne comprennent plus rien. C'est la première chose. Deuxièmement, il y a l'approche d'Hervé sur la décentralisation et les libertés locales. Et il a utilisé ce mot, effectivement, de responsabilité. Et au fond, c'est là aussi où se situe, à mon avis, la solution. Parce que l'organisation territoriale, pour être claire, beaucoup de majorités s'y sont essayées à la réformer, on le sait, sans remonter très loin, on va remonter à Sarkozy et au président Hollande. Ils ont fait des tentatives, on va parler par exemple du conseiller territorial, qui ressort d'ailleurs comme idée de temps en temps. Il y a eu les réformes également où on a pensé qu'il fallait agrandir les régions. Pour moi, je pense que ça a été vraiment catastrophique, que ça a des conséquences catastrophiques pour les libertés locales, vraiment. Même si certaines fusions de régions pouvaient se comprendre, cher Hervé, et tu nous parles... Celle de Normandie. Je reconnais que tu nous en parlais depuis des années. Mais à mon avis, l'erreur fondamentale de François Hollande a été de penser que dans la réorganisation des régions, il était interdit de redécouper à l'intérieur des régions. C'est des blocs qui ont été rassemblés et ça donne des régions comme la Nouvelle-Aquitaine. Bon, et où on sait, François, c'est bien ça, et aussi Geneviève, bien sûr que c'est très, très difficile. Toutes ces réformes ont créé aussi une lassitude auprès des élus en France, à tel point que, je me souviens, pendant la campagne présidentielle, des élus qui recommandaient une pause dans les réformes institutionnelles. Et c'est ce que nous avons fait, c'était l'engagement du président de la République. Il n'y a pas eu de grands bouleversements constitutionnels. On a fait des petits ajustements et on va en faire encore à la marge, mais il n'y a pas de grande loi nouvelle sur les territoires. Alors, bien sûr, quand on a eu ce scrutin départemental et régional où les gens ne sont pas allés voter, on a entendu des gens dire « Ah ben c'est à cause des grandes régions ». Puis finalement, quand on regardait dans le détail, on s'apercevait que l'abstention était aussi forte dans les régions qui n'avaient pas bougé que dans les grandes régions. Ceci dit, je pense que ça a été une erreur parce que moi, je crois au besoin quand même de proximité de la décision locale, ce que tu appelles les libertés locales. J'y crois profondément et la question est de savoir comment, bien sûr, on arrive à solutionner cette situation dans laquelle on est. Est-ce qu'on rentre par la suppression ? Hollande avait essayé de supprimer les départements, ça n'a pas marché. Évidemment, vous avez tous les élus locaux qui réagissent, et c'est extrêmement difficile, donc, de régler à la fois ce problème de besoin de proximité et de liberté locale, et aussi cette
ce problème de responsabilité, parce que qu'on le veuille ou non, je pense que vous serez d'accord avec ça, les Français ont ceci de particulier, et tu dis c'est la Ve République, c'est le président de la République, et c'est vrai, au sens institutionnel du terme, pas personnel, institutionnel du terme, que les Français se retournent toujours vers l'État. Et vers la moindre crise qui existe, regardez ce que nous avons vécu avec la crise Covid, bien sûr, les Français attendent de l'État des réponses importantes, même si les régions ont les compétences économiques. Ils attendent que l'État soit là, comme dans sa tradition française vertueuse d'un État qui permet l'égalité des citoyens, quel que soit le lieu où ils habitent, etc. etc. Donc c'est un sujet extrêmement compliqué que au fond, une décentralisation totalement assumée, comme elle peut exister dans d'autres endroits, où au fond, on ne se tourne pas complètement toujours vers l'État pour apporter les réponses, mais que c'est la région Normandie qui va, ou la région Nouvelle-Aquitaine qui va donner des réponses à la crise économique et qu'on ne pense même pas que ça puisse être l'État qui apporte une solution. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que je crois qu'on a une spécificité française très attachée au rôle de l'État. Et en même temps, et je parle devant un Breton qui est juste devant moi, je sens aussi profondément, je sens ça, je suis souvent sur le terrain, qu'il y a aussi cette évolution non seulement de liberté locale, mais de respect des territoires, de respect de l'identité des territoires. Et la question qui se pose, au fond, je me dis ça maintenant, et souvent, je pense qu'on ne peut pas forcément appliquer les mêmes recettes partout sur l'ensemble des territoires. Et c'est ce que je m'en ai appelé la différenciation, c'est ce que tu as dit comme mot tout à l'heure, mais là aussi, c'est une idée qui me semble juste, mais qui s'oppose à cet esprit français républicain où il faut donner à chaque territoire, à chaque individu, la même chose, parce qu'autrement on fait une certaine inégalité. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut arriver à trouver un système à la fois de proximité, de liberté locale, de décentralisation, qui respecte les territoires, et ça passe peut-être par des solutions différentes, et en même temps, il faut garantir cet esprit républicain, je ne sais pas comment dire, égalitaire, dont les Français ont besoin. Alors, c'est peut-être un peu éloigné des préoccupations que tu as développées. Ça s'intègre dans une évolution, bien sûr, de la société, avec les préoccupations que Jean-Louis a magnifiquement décrit tout à l'heure. Mais je pense, et je pense évidemment au prochain quinquennat, qu'il faudra très certainement pas faire une grande loi des collectivités territoriales. Je pense qu'il faudra agir sur plusieurs leviers et essayer de faire comprendre, n'est-ce pas, qu'il faut effectivement simplifier nos institutions locales, qu'il faut respecter les identités locales sans tomber dans le séparatisme, je dirais, qui nous éloignerait de l'esprit républicain auquel les Français sont très, très attachés. Voilà, je n'ai pas apporté beaucoup de solutions. J'ai posé les problèmes parce que, vous savez, on entend des idées simples. Tout le monde pense qu'il faut faire ci, il faut faire ça, etc. En tout cas, ce qu'on essaie de faire actuellement, et j'essaie de le faire le mieux possible, c'est d'avoir transformé notre État, je dirais un peu directif, en un État accompagnateur des collectivités territoriales. Et en tout cas, en me tournant vers Hervé, il y a une chose dont je suis absolument convaincue. C'est que les Français attendent
que l'action publique soit partagée entre l'État et les collectivités territoriales. Je pense que les Français ne veulent pas choisir entre l'État et les collectivités territoriales. Les Français sont attachés à l'État, les Français sont attachés à leurs collectivités de proximité. Je dis bien de proximité, parce que tu vois, par exemple, en région Nouvelle-Aquitaine, moi j'entends les élus qui me parlent de l'esprit jacobin de la région, parce que c'est trop grand et qui se sentent trop éloignés. Je ne dis pas que c'est de la faute du président, ça serait n'importe quel président, ça serait pareil. Ils se sentent trop éloignés. On parle d'un jacobinisme régional maintenant. Donc, je suis... voilà, girondin. C'est ça le plus drôle. Je pense qu'en tout cas, on ne trouvera la solution que dans la co-construction de l'État et des élus locaux. Les Français ne marcheront pas dans l'opposition permanente de l'État et des collectivités territoriales. Je pense pour ça que, excuse-moi, mais que Territoires Unis, je le dis parce qu'on est en liberté, là on se parle, Territoires Unis, pour moi, ça a été, je veux dire, une catastrophe sur le plan, comment dire, de la politique nationale qu'on aurait pu construire entre les collectivités territoriales et l'État, parce que cette construction de Territoires Unis, elle a été faite sur des bases uniquement politiques et contre le président de la République. Je le dis gentiment, simplement, mais je pense que ça a été une erreur stratégique. Voilà. Merci Jacqueline. Tu montres bien... moi, je vais passer la parole à Caroline Cayeux, et la transition, elle est parfaite parce que Caroline Cayeux est maire d'une commune et en même temps, elle dirige l'Agence nationale de cohésion des territoires qui est quelque part une configuration déjà de ce que moi je pense être une certaine vision de cet État. C'est un État en réseau avec des agences qui travaillent au service des collectivités et qui changent un peu peut-être de cet axe qui était Paris contre le reste de la France. Et je pense, contrairement à ce que tu étais en train de dire, que tu n'avais peut-être pas donné des solutions, je pense que les solutions, elles sont là en réalité. La démocratie, c'est justement l'organisation qui permet de répondre aux attentes des citoyens et de répondre à la création d'une vie ensemble. Alors, Caroline, est-ce que vous pouvez nous donner votre vision, justement, avec cette double casquette que vous avez, d'être maire, donc d'avoir parfois besoin de l'argent de l'État, et puis quelque part aussi de le distribuer dans une façon qui est un peu originale, parce que l'agence, elle fait un boulot, moi je le dis, remarquable. Elle fait un boulot qui, à mon avis, permet aux élus de travailler sur des axes qui sont parfois donnés par l'État, mais en prenant en compte les particularités de chacun des territoires. Alors d'abord, merci de m'avoir invité aujourd'hui à ce tour de table extrêmement brillant. Jean-Louis Bourlange a lancé le débat d'une manière tout à fait remarquable. Bon, moi, je voudrais partir de mon expérience de maire, d'élu local. Parce que je crois que, et je partage cette belle mission avec François Bayrou, mais vous avez tous été élus à un moment ou à un autre, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est à la fois plus réconfortant et plus difficile. Plus réconfortant parce que c'est encore une des dernières élections où les concitoyens se déplacent. Alors peut-être cette fois-ci un peu plus compliqué avec le Covid, mais en général, ça n'est pas celle qui fait une abstention record. Et finalement, on peut se demander pourquoi, au niveau national, on n'arrive pas à intéresser autant nos concitoyens. Alors, sur une élection locale, on présente tous un programme et nous avons un certain nombre de réactions de nos concitoyens qui finalement choisissent soit l'expérience des mandats précédents pour conforter un candidat, soit au contraire un mécontentement qui fait que c'est une autre liste qui est élue. Et donc, à ce titre, je pense qu'aujourd'hui, l'élection des maires, on dit toujours que
les Français votent pour le maire et pour le président de la République. Donc finalement, on se trouve au confluent de deux grands mandats et l'élection du président de la République correspond finalement à notre constitution de la Ve République. J'allais dire aujourd'hui, si on critique à la fois le pouvoir du président de la République et du gouvernement, c'est critiquer finalement les institutions qui, quand la vie est compliquée sur le terrain, elles tiennent. Je pense aux Gilets jaunes, je pense à d'autres manifestations. La Ve République est quand même un socle qui permet une stabilité dans nos institutions. Alors maintenant, l'agence. L'agence, elle a comme nom Agence de cohésion des territoires. Le but poursuivi par le président de la République quand il a voulu créer cette agence et par le Parlement quand ils en ont voté les statuts, c'était bien de trouver un organisme public qui puisse être simplificateur, qui puisse être agile, efficace et rapide. Et avec une seule clé d'entrée, un seul bouton, le préfet qui est en lien avec les élus locaux. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Que finalement, les élus locaux ont besoin de simplification. Jacqueline l'a dit et le présente dans sa loi. Ils ont besoin aussi, je dirais, d'adaptabilité et de pouvoir expérimenter un certain nombre de dispositifs. À l'association Île-de-France, nous avions Pierre Méhengri qui ne jurait que par le Pinel breton. Bon, mais je le prends comme exemple parce que, oui, le Pinel breton, c'est une originalité de Vitré, pour être très précise, mais c'est aussi finalement une expérimentation locale qu'on aurait peut-être pu généraliser. Et je crois qu'aujourd'hui, entre la mairie et les autres institutions, oui, Jacqueline a raison, les choses ne sont pas claires. Finalement, tout le monde fait tout, que ce soit les départements, les régions, alors que la compétence générale, elle est aux mairies et que c'est au maire, finalement, c'est vers le maire, finalement, que nos concitoyens se tournent. Nous sommes responsables de tout, nous pouvons répondre à tout et la démocratie locale, nous la mettons en œuvre dans les comités de quartier, dans les budgets participatifs, mais moi, je dirais que trop de démocratie locale tue aussi la démocratie parce que nous sommes élus sur des listes, enfin avec un projet, je veux dire, un programme, mais on ne peut pas le remettre en cause avec des référendums sans arrêt d'initiatives populaires. Enfin, c'est la dérive de la démocratie. Donc, évidemment, il faut qu'on trouve un chemin. Je dirais, la route est étroite, mais il faut qu'on trouve un chemin pour intéresser nos concitoyens. Et je pense qu'il faudra que les problèmes suscités par les députés, dont finalement la tâche est compliquée parce qu'ils sont tous élus directement dans la suite du président de la République. Alors, si je veux être iconoclaste, est-ce qu'il faut un septennat unique? On peut se poser la question. Est-ce qu'il faut d'autres mesures organisationnelles? Qu'il faut revenir au conseiller territorial qui, à titre personnel, me paraissait tout à fait intéressant. Non pas qu'il ne supprimait pas les départements, mais c'était le même élu qui représentait son territoire au niveau départemental et au niveau régional. Donc oui, il y avait quand même une certaine simplification. Et je pense qu'il faut que le citoyen s'y retrouve, il faut qu'il comprenne que les projets le concernent, parce que c'est parce qu'il ne se sent pas concerné qu'il ne va pas voter. Et donc c'est là aussi le grand défi des prochaines élections. Mais peut-être aussi cette petite dose de proportionnel que je sais à laquelle vous êtes attachés ne me choque pas, à condition que ce soit petite dose, parce que sinon vous arrivez à la 4e République très rapidement. Donc voilà, moi non plus j'ai posé les problèmes, j'ai pas trouvé les solutions, mais je pense qu'il y a un intérêt à retrouver et à séduire nos concitoyens sur un projet qui les concerne et qui ne soit pas trop éloigné d'eux. Et je pense que les maires ont vraiment un rôle dans ce domaine parce que nous avons un certain nombre de clés qui peuvent, j'allais dire, intéresser nos concitoyens. Donc oui, je suis très heureuse d'être devenue maire, même si le Sénat m'a manqué un peu, mais on se sent actif
Et je pense que François Bayrou partage peut-être aussi cette analyse avec d'autres variantes, cher François. Mais je crois que c'est là aussi la clé une des clés de l'intérêt que le concitoyen doit reporter pour s'intéresser et pour aller voter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage, Madame le maire, Madame la présidente, parce que évidemment là vous avez quand même esquissé, en tout cas vous dites pas des solutions, mais j'ai entendu et je retiens la question institutionnelle, la question de l'équilibre qu'avait posé Jean-Louis, mais également vous avez parlé du septennat, vous avez parlé du conseiller territorial, vous avez... Tous ces sujets nous animent au sein de notre groupe. Vous avez bien sûr parlé de la question de la proportionnelle qui nous anime au sein de notre mouvement depuis de longues années.